Voilà, je pense que le végétal, c'est aussi ça. C'est une expression artistique, une œuvre qu'on partage avec le public dans la rue. Et bah, ça nécessite bien sûr en amont forcément des plantes qui sont adaptées, mais qui sont cultivées aussi avec certaines manières, une certaine forme d'authenticité. Alors ça, c'est mon métier de base, horticulteur, et rapidement, en diversifiant la palette végétale, j'ai été confronté à des demandes qui n'étaient plus simplement des demandes de plantes, mais des demandes d'assemblage de plantes. Euh, Principalement des communes rurales de petite taille avec des jardiniers qui ne sont pas forcément que jardiniers, qui sont des fois multitâches, qui ont l'élan de faire quelque chose de joli mais qui ne connaissent pas les plantes. Alors on m'a demandé d'accompagner pour concevoir. C'est vrai dans des petites comme dans des grandes villes. Ici, par exemple, on est à Sainte-Geneviève-des-Bois, ville 4 fleurs, où on a travaillé sur l'association du végétal et de l'art. On est dans une commune rurale du Loir-et-Cher où, sur ce pont, il était important de mettre en valeur parce que chaque jour, c'est 10 000 véhicules qui passent par là. À d'autres endroits, l'idée, comme ici à Massy, ça a été de faire évoluer un fleurissement traditionnel basé sur des plantes annuelles horticoles vers quelque chose de plus durable, et notamment des plantes vivaces. On est au cœur du sujet de ce soir. Alors, je compose chaque année un peu plus de 2000 décors de plantes par an. Ça fait beaucoup. J'ai créé des outils pour ça, pour que ce soit pragmatique, et pour choisir les plantes qui répondent à des besoins précis. Comme mes outils sont assez pertinents, je les partage aussi par intermédiaire de formation. C'est ma casquette de ce soir. Merci Laure. Et je fais ça depuis une quinzaine d'années. J'ai créé notamment des supports comme des catalogues, comme des bases de données interactives pour essayer d'utiliser les plantes de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Voilà. Je fais à peu près tout ça. En résumé, mais ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est comment on peut essayer d'imaginer un fleurissement qui soit plus durable avec des plantes pérennes. Alors, j'ai noté vivace et compagnie parce que je suis embêté avec le terme de vivace. Pour moi, c'est plus pertinent de parler de plantes pérennes, c'est-à-dire de plantes qui reviennent chaque année. Un rosier est pérenne, un arbuste est pérenne, une graminée peut être pérenne ou pas. Certaines plantes ligneuses ou herbacées sont pérennes. J'aimerais qu'on élargisse le champ. L'idée, c'est quoi? C'est de se relier à des besoins précis et d'adapter la palette végétale, utiliser les bonnes plantes au bon endroit. Où et pourquoi? Alors, j'ai envie de vous faire voyager dans des choses qui sont pratiques, des choses d'expérience de terrain. Et on va aller, pour commencer, dans une commune qui s'appelle Abilly, qui est dans le Loir-et-Cher, 953 habitants. Et à Billy, voilà la situation qui m'est donnée. Le maire me convoque et me dit, voilà, le fleurissement à Billy, c'est le bourg. On vient d'être réaménagé. On a bénéficié d'une opération cœur de village, c'est-à-dire qu'on a effacé les réseaux, on a refait les voiries, tout est propre, il manque la touche végétale. Et pour ça, pourtant, on a été accompagné à un moment. Donc, on a été accompagné dans des espaces comme celui-ci, la mairie. On a été accompagné dans des espaces comme celui-là, l'église ou la salle communale. Et l'idée était simple, en fait. Billy, c'est à la frontière entre, d'un côté, la Sologne et de l'autre côté, la Touraine. C'est même à la lisière d'une troisième frontière qui est le Berry. Donc tout ça, ça évoque des paysages, des ambiances. Et effectivement, l'idée avait été intéressante ici que de réunir par la palette végétale dans un endroit, dans le cœur du bourg, ces divers paysages, ces diverses sensibilités. Et l'idée, ça a été de mettre des graminées bleues pour évoquer les étangs de Sologne, de mettre des bruyères pour évoquer la forêt ambiante, de mettre des cépées et peut-être d'essayer d'être en harmonie. C'était une sorte de recherche d'harmonie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que certaines plantes se sont développées plus que les autres. Elles ont pris le dessus.
elles sont devenues incontrôlables. C'est aussi des fois ça le problème avec les plantes vivaces. Et au bout de quelques années, il ne restait plus que 3 ou 4 espèces. Et ce qui était embêtant, comme le maire disait, parce que c'est quelqu'un qui a un peu de caractère et qui sait qu'est-ce que dit monsieur le maire? Monsieur le maire, il dit, bah, écoutez, moi, votre truc, là, franchement, ça ne me va pas. Si je veux voir la Sologne, je vais avec mon chien en Sologne et je vois la Sologne. S'il vous plaît, au cœur de mon village, qui vient d'être réaménagé, moi, ce que je veux, c'est des fleurs. Donnez-moi des fleurs. Alors, comment on fait? Comment vous pouvez faire pour donner des fleurs? Mettez-vous dans la posture du jardinier qui doit répondre à la demande de monsieur le maire de mettre des fleurs. C'est quoi mettre des fleurs? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Est-ce qu'on lui propose, par exemple, des fleurs d'été et des vivaces mélangées, comme là? Est-ce qu'on lui propose que des vivaces? Ça pourrait donner ce genre de décor. C'est embêtant tout ça. Je crois que l'essentiel peut-être pour commencer, c'est d'abord peut-être de bien regarder où on est, quelle est la situation et de la comprendre. Et j'insiste là-dessus, parce qu'avant de choisir des plantes, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir de quoi vous avez besoin? De quoi on a besoin? Allez, un petit exercice. Voilà, ici, on n'est plus à Billy. On va juste regarder cet espace. On est à Ferrières-sur-Beaulieu. Village d'à peu près 1000 habitants aussi, labellisé une fleur, et on est à peu près à la même époque, c'est-à-dire au mois de février, il y a quelques années. Effectivement, quand on arrive à Ferrières, qu'est-ce qu'on voit? Moi, ce que je vois, c'est un panneau Villefleurie, mais je ne vois pas de fleurs. Ce que je vois, c'est une buse. Tiens, quelle est l'intention? Monsieur le maire, pourquoi vous avez mis une buse? J'ai trouvé que c'était pas cher. En fait, on a trouvé des buses à pas cher, on les a peints, on s'est dit que ça ferait des bacs gratuits quasiment, et on est vraiment content de cette idée. Ah, ok, monsieur le maire, mais là, ce que je vois, c'est un élément dans un espace rural qui est quand même un élément plutôt à consonance, quand il n'y a pas les feuilles des arbres derrière, là, urbaine. Et est-ce que ça vous va? Ouais, c'est vrai que cette buse, en fait, là, l'hiver, c'est pas très joli. Je parle à la place du maire, hein. Monsieur le maire, il y a un truc qui m'interpelle aussi ici, c'est que si vous mettez une buse et que vous mettez des fleurs dedans, peut-être vous les changez chaque année, que vous mettez des fleurs d'été. Et ce que je me demande, c'est comment vous faites pour les arroser? Qui vient les arroser là? Alors, il m'explique qu'ils ont acheté un tracteur avec une tonne et que le jardinier, il tire la tonne pour venir arroser ici. Je dis, ok, génial, super, mais en même temps, est-ce que vous pouvez me dire combien ça vous prend de temps pour venir jusque-là? Ah, j'ai réfléchi, une demi-heure à peu près. Donc, vous faites ça combien de fois par semaine? 2 fois? 3 fois par semaine? Ok, ça fait 1h30 pour venir arroser là, 3 fois par semaine. Est-ce que ça vous va? Ah, 1h30, effectivement, ça fait beaucoup de temps pour une jardinière. Bon. Alors, il y a une dernière question que j'ai à vous poser, monsieur le maire, c'est que si vous mettez des fleurs, vous devez mettre certainement du terreau, de l'engrais, etc. Mais tout ça, combien ça vous coûte chaque année? Bon, je parle peut-être un peu de trop parce que vous avez compris où je veux en venir, c'est qu'en regardant ce qu'on fait, ce qu'il y a et comment ça contribue, on peut faire une première analyse. Et peut-être que d'une bonne idée au départ, on se rend compte que finalement, ce qu'on a besoin ici, c'est effectivement de fleurir. Là, je fleuris une fleur, mais en même temps, c'est peut-être aussi prendre soin des ressources. Et prendre soin des ressources, c'est peut-être juste analyser ce que je viens de vous dire. J'ai pris un peu de temps, mais c'est vraiment fondamental et important pour moi. C'est la clé de départ pour envisager la suite. Et la suite, ça peut être ça. Alors, à quoi ça contribue, ce qu'on voit? Ça contribue simplement à une meilleure intégration paysagère, du végétal dans le végétal. D'un côté, on a des tournesols, de l'autre côté, on a la nature, donc quelque chose de naturel. Intégration paysagère. À quoi ça contribue? Ça contribue aussi à gagner du temps, parce que l'arrosage, là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Les plantes sont dans la terre, elles trouvent ce qu'elles ont besoin. Au mieux, le matin, on passe devant, on se dit « Ah, tiens, c'est un peu soif, je vais venir arroser ». Au pire, on passe devant et on n'a rien à faire, on se dit « Je suis tranquille ». On sort de la routine habituelle. Dernier élément, on a parlé d'éléments de budget, de coût, combien ça coûte. Et bien effectivement, si on regarde bien, la première année, on va dépenser un peu plus pour cet endroit, pour le fleurir. Et en même temps, on va dépenser pour fleurir une plus grande surface. Mais si on ramène ça dans la durée, ce décor, il est installé pour 3, 4, 5 ans.
à mesure où il va vieillir, à la mesure où on va s'approprier les plantes et l'entretenir. On en parlera tout à l'heure. Et dans l'idée, finalement, peut-être qu'on va réussir à faire d'économies. Alors, on revient à Billy. Mais avant, je vous invite à réfléchir sur l'idée qu'en se posant la bonne question, on peut écrire la belle histoire. Ici, l'idée, c'était de limiter l'arrosage. Et l'histoire, c'est de l'écrire avec des plantes qui n'ont peu d'eau. Alors, des vivaces, on peut faire plein de choses avec. On peut faire ça, par exemple, ici, on est à la souterraine dans la Creuse. Et en même temps, on aurait pu décider, dans un espace assez similaire, en ville, de faire quelque chose de plus horticole comme ça. Je ne sais pas si on vous partagera la présentation à la fin. Je vous ai mis des éléments de coût et tout ça. Vous pourrez revenir dessus après. Je ne sais pas comment c'est prévu. On en parlera à la fin. L'idée, c'est de comparer les deux situations. Parce que finalement, la question, c'est est-ce qu'on met des annuels ou des vivaces? C'est ça qui se pose au départ. Et là, dans les deux situations, on a et l'un et l'autre. Alors, en regardant de près, on voit ici qu'à cette situation qui est au Chêné, il y a 4000 vues par jour à peu près pour cet espace. Alors qu'ici, il y en a nettement moins. Le budget, il est à peu près même pour les deux endroits en termes de coût de plantes et d'entretien. En revanche, dans un cas, en haut à droite, on est avec des plantes de saison et en bas à gauche, on est avec des plantes vivaces. Quel est le scénario qui est le mieux adapté? Point d'interrogation. Ça dépend de pas mal de paramètres, en fait, et notamment de la fréquentation. Si on regarde bien ici, on a divisé l'investissement, mais en même temps, par rapport au nombre de vues, le décor qui est le plus adapté, c'est peut-être celui qui est fait avec des fleurs d'été. Comprendre la situation, c'est aussi des fois regarder autour, ce qu'il y a à la périphérie. Ici, à Choré, près de Niort, on s'est inspiré de ce qu'il y a à l'arrière-plan. Pourquoi on a choisi des plantes vivaces ici? Parce que lorsqu'on tourne la tête à côté, voilà ce qu'on voit. On est dans une idée de l'harmonie paysagère. Autre piste qui pourrait alimenter la réflexion à Billy, ça pourrait être par exemple de se préoccuper de l'entretien. Est-ce qu'on a du temps? Qu'est-ce qu'on a comme temps? Qu'est-ce qu'on est prêt à consacrer comme temps à l'entretien? Est-ce qu'on peut choisir des plantes qui ne demanderaient pas d'entretien ou un minimum d'entretien plutôt que choisir les fleurs qui sont jolies dans le catalogue? Point d'interrogation. Comprendre la situation, ça peut être aussi se poser des questions sous l'angle financier. De combien on dispose? Sous l'angle environnemental, on l'a vu à Choré. Sous l'angle promotionnel, vous verrez par exemple que certains avec des plantes vivaces, je pense à Chédigny, ont créé un village, une notoriété qui dépasse, qui est quasi aujourd'hui nationale, voire même internationale. Il peut y avoir aussi une recherche esthétique, de sens. Qu'est-ce qu'on a envie de communiquer au public? Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent quand ils viennent chez nous dans notre village? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent du jardinier que vous êtes? C'est peut-être ça la question à se poser. Et de l'artiste qui sommeille en vous. Alors, à Billy, vous allez me dire comment on l'a interprété tout ça. Rappelez-vous, c'était cet espace, ça ne convenait pas. Monsieur le maire veut des fleurs. Alors, quelle question on pourrait se poser ici? Si je vous entendais, si je paraphrase peut-être ce que vous dites, vous diriez peut-être, oh là là, vu la surface, ça va me coûter cher. Vu la surface, comment mes gars ils vont entretenir ça? Combien de temps ça va leur prendre pour l'arrosage? Vu la surface, mes jardiniers, là, comment ça va être l'hiver? Qu'est-ce qu'il va y avoir à voir? Parce qu'on est quand même dans le centre. De quoi j'ai besoin? Alors, à Billy, voilà ce qu'on avait besoin. Monsieur le maire, finalement, il avait besoin de fleurs, hein, c'était sa demande au départ. Mais en même temps, ce qu'il voit, c'est qu'il n'a pas de jardinier pour faire des heures et des heures d'arrosage, et puis que ces jardiniers sont débutants. Donc, il a besoin d'être aidé. Et l'aide, ça passe par quoi? Juste prendre conscience des besoins pour passer de cette situation à cette situation. Monsieur le maire veut des fleurs. Quelle est l'idée ici? Vous avez la réponse dans la question. Autour des plantes qu'on a choisies, on veut un décor pluriannuel.
Là, il est encore installé à ce jour. Il est en place depuis 10 ans. On veut des fleurs pendant une période la plus longue possible. Et on veut aussi que ça demande un entretien restreint. Voilà. Se poser les bonnes questions dès le départ. Alors voilà ce qu'on a fait encore à Billy, à proximité des commerces, toujours avec des plantes vivaces. Ici, la motivation est la même. En revanche, dans cet endroit, devant la mairie, là, on a besoin de renouvellement, on a besoin de fleurs. Et là, voilà l'option qui a été choisie, plutôt des fleurs d'été. Tout ça, c'est construit aussi autour du budget, de la manière dont on l'harmonise en fonction des différents espaces. L'idée étant de fonctionner à budget constant, bien sûr. Alors, comment on fait? Comment on procède? Excuse-moi Thierry, oui. Je fais une première pause. J'écoute, interaction, je goûte. Oui, alors, puisque on a vu le cas de Billy et on va enchaîner sur un nouveau chapitre, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'il est possible de poser des questions tout au long de la présentation en passant par l'icône discussion qui est en bas de votre écran. Et donc, ces questions seront relayées à l'intervenant. On les regroupera si nécessaire. Alors, j'ai une première question. La diversité avec des plantes endémiques, c'est préférable? C'est pas une question d'ailleurs, là c'est une affirmation, il n'y a pas de point d'interrogation. Mais ça va peut-être être le sujet de ton prochain chapitre. Si vous avez des questions comme ça m'embête parce que c'est justement ce dont j'allais parler tout de suite là. Voilà. Non, génial, merci de la poser. Ça va introduire le prochain chapitre et s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. On y est? On y est. Alors, les plantes endémiques, bah merci, c'est la première chose à faire, effectivement. Et je vais vous dire comment. Vous allez voir, c'est super simple. De mon expérience, encore une fois. Vous connaissez ce truc? C'est du pourpier. Regardez dans quoi il pousse. Dans rien. Une fissure. Il est là, il est en vie, il est en pleine forme, il ne demande rien à personne. Accessoirement, on peut le manger aussi, il est comestible. Mais il pousse, il est là, il vit. Alors, si on part du principe que lui, il pousse là-dedans, est-ce que nous, on peut faire pousser des trucs, mais plutôt qu'on aurait choisi, volontairement? Plantes endémiques, plantes horticoles, point d'interrogation. Juste une observation. Pour une plante pousse, je rappelle rapidement, qu'est-ce qu'il lui faut? De la matière organique, de la lumière, un support, de l'eau, un climat adapté, ce qui s'appelle un milieu. Observez le milieu. Qu'est-ce que ça nous donne? Quelle est l'idée? Avant de planter quoi que ce soit, regardez le milieu, ça va contribuer pour choisir des plantes similaires parce que dans la nature, elles se développent naturellement dans les mêmes conditions. Première image avec cette photo d'un mur de pierre avec des plantes qu'on n'a pas choisies. Qu'est-ce qu'on observe ici? C'est qu'on se demande dans quoi elle pousse. C'est des fissures, c'est un mur, c'est en plein soleil, il n'y a quasiment pas de sol, c'est du ciment, c'est très calcaire. C'est bien sûr hyper sec l'été, parce qu'il n'y a que la pluie pour abonder. Et l'hiver, il peut faire jusqu'à -15. Alors, partant de ce principe, une fois qu'on a le diagnostic, on peut l'adapter. Et on peut envisager de faire pousser, pourquoi pas, des trucs qui pousseraient dans les mêmes conditions. Encore faut-il, et ça c'est un art majeur, bien connaître les plantes parce que c'est nos gammes et c'est en connaissant et en observant dans des espaces similaires qu'on est en mesure de faire la traduction qui nous intéresse, c'est-à-dire de créer un jardin plutôt qu'un truc qu'on n'a pas choisi. Autre exemple, autre endroit, ça va certainement vous parler plus, puisque c'est un pied de mur. Des pieds de mur, vous en avez sans doute plein dans vos communes, avec du calcaire comme ici, qui a été mis là
et qui pendant longtemps étaient désherbées avec des produits chimiques. Aujourd'hui, maintenant, les plantes ont repris leurs droits et tant mieux, on voit que la nature fait son office. Est-ce qu'ici, dans cet endroit, on peut adapter autre chose que ce qu'on voit et qui pousse là? Point d'interrogation. En termes de richesse, quand on regarde les plantes, on voit qu'elles poussent. Elles sont bien vertes, on peut supposer qu'elles trouvent ce dont elles ont besoin. En termes d'ensoleillement, encore une fois, c'est juste une question de posture. Le sol nous informe sur ce qui potentiellement pourra vivre là. Et les conditions de température, vous les connaissez. Ça veut dire qu'en théorie, on peut facilement passer de la photo A à la photo B, mais cette fois-ci, ne plus désherber, génial, on n'a plus rien à faire, et contempler quelque chose qu'on a choisi, juste parce qu'on a adapté les plans au milieu. Alors, ça peut paraître assez simplissime et simpliste ce que je dis là, mais en même temps, c'est la base. Si vous avez compris le milieu et vous avez analysé ce qui pousse, vous pouvez faire une traduction végétale qui vous demande zéro travail. Comme dit Baraton, être jardinier feignant, ça se mérite. Ah, j'en ai un qui sourit. Vous connaissez Baraton? Alors, voilà, un autre endroit, une autre fissure. Effectivement, quand on regarde de près, il y a des trucs qu'on n'a pas choisis. Mais des fois, il y a des trucs, bizarrement, tiens, c'est une euphorbie, c'est la même qu'on cultive, elle est venue toute seule. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ce que je vous suggère de faire dans un premier temps, c'est peut-être de semer ce qui pousse. Et semer ce qui pousse, c'est regarder ce qu'il y a. Alors, des érigérons, des campanules, et puis les propager. Quelques graines suffisent, vous les disséminez, vous laissez la nature faire, vous observez ce qui pousse pour connaître avant d'arracher, et puis voilà un fleurissement qui, j'ai envie de dire, est gratuit et qui est à la portée de n'importe qui. Alors là, effectivement, les érigérons ont tendance à être un peu invasifs et à venir à des endroits où on n'a pas forcément envie. Mais pour l'exemple, ça m'intéresse de vous montrer que ça se fait naturellement. On peut aussi trouver des mélanges tout prêts dans le commerce de graines à semer et envisager cette possibilité à l'écran. Vous pouvez aussi récolter, cueillir et propager de cette manière. Oups, parce que ici, cette chicorée sauvage, potentiellement vue comme une mauvaise herbe, peut être aussi vue comme une opportunité florale. Et en masse, c'est un joli tableau à moindre prix qui se débrouille à lui seul. À lui seul. Là, je ne parle pas de jardinier feignant, je parle de jardinier inspiré. Inspiré par ce qu'il a autour de lui. Merci pour cette question des plantes endémiques, celles qui poussent chez vous, dans le parc, elles sont à la portée de tous. En revanche, c'est un début, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait envie de voir la même chose partout. Peut-être qu'on peut cultiver un peu plus que simplement des plantes qu'on propagerait. Alors, la deuxième étape, ça peut être simplement de laisser faire, de coloniser. Sur Internet, vous trouverez plein de plantes sauvages identifiées que vous pouvez vous approprier et pourquoi pas, attention aussi aux envahissantes, aux invasives. Il y a des listes et je crois que ce n'est pas le propos, mais elles sont apportées. Simplement, vous voyez, on peut s'amuser à faire des mélanges avec des couleurs choisies plutôt que des couleurs imposées. La nature est bien faite aussi parce qu'on se rend compte que même des plantes qu'on a importées de l'autre bout des continents, comme cette verveine, la verveine dite de Buenos Aires, est aujourd'hui naturalisée chez nous. Alors des plantes comme ça, il y en a énormément. Elles s'évadent, laissons-les faire. Laissons-les vagabonder. Alors, encore une fois, ça peut être des goras, un classique du genre. Ça peut être des valérianes. La voilà seule en isolé, la voilà en masse. Ce n'est pas forcément coûteux, c'est juste inspiré à partir du moment où on sait ce qu'on veut. C'est toujours la même question, qu'est-ce qu'on veut? Première possibilité, on laisse la nature faire ou on l'apprivoise. Deuxième possibilité,
on observe et on met à contribution ce qu'on sait qui marche, ce qui vagabonde. Troisième possibilité, c'est de planter. Et là, pour planter, allons-y, hein, et allons-y gaiement. Cet espace a été désherbé pendant près de 15 ans. Du jour où on a arrêté, j'ai observé que les plantes poussaient. C'était du calcaire. Quand je suis arrivé dessus, il était tellement tassé qu'il a fallu que je commence par ça, la pioche. Je ne me suis pas posé la question de savoir ce que c'était comme sol. Je me suis juste dit, moi, ce que je veux, c'est que ça se débrouille tout seul. Ça demande le moins d'entretien. Ça, c'est ma palissade dans la rue, le long de ma maison. J'ai pas envie de m'emmerder à arroser pendant l'été. Je veux que ça se débrouille tout seul. Et puis, comme j'ai de la chance, il y a des chevaux qui passent, je vais pouvoir abonder de fertilisants. Et comme je peux me tromper, comment je fais? La solution, elle est simple. Voilà. Comment je fais pour ne pas me tromper? Vous voyez, je plante des plantes qui sont petites. Pas besoin de prendre des gros godets et tout ça. Mais par contre, ce qui est essentiel, c'est de reproduire ce que vous voyez dans la nature. Prenez 1 mètre carré de sol, regardez le nombre d'espèces qu'il y a dessus. Si vous vous contentez de mettre une plante pour 1 mètre carré, pas sûr que ça soit exactement ce qu'on voit dans la réalité dans la nature. Ici, l'idée, c'est de disséminer une 50aine de variétés différentes en analysant le fait qu'elles n'auraient pas d'eau et qu'elles seraient sur un sol sec. Donc, l'idée en plantant, diversité, mélange des plantes pour obtenir un résultat à différentes mesures, pendant différentes saisons, avec des choses qui se ressèment, avec des choses qui se multiplient d'elles-mêmes, et avec des aléas, des inattendus, des imprévus, parce que les plantes de milieu sec que j'avais choisies, elles n'ont pas décidé qu'un jour, il y aurait la crue. Qu'est-ce qui sauve l'espace? Encore une fois, c'est le choix de la diversité. S'il y a une règle sur le comment, je vous dirais en un, c'est la diversité. Diversifier les plantes. Sur 20 mètres carrés, mettez au moins 25 espèces. Au moins, s'il y en a la moitié qui ne marche pas, il y a le reste qui est là. Et vous avez peu de chances de vous tromper si vous débutez. Première recette, première astuce de mon expérience de jardinier. Alors, planter, oui, effectivement, on peut planter différentes saisons, le même espace. Il est au même endroit actuellement. Là, il est à 50 mètres de moi. Je n'ai rien replanté. Ça vit, ça se débrouille tout seul. Je désherbe et je nettoie 2 fois par an. Le reste du temps, je ne fais rien. Rien. Ne rien faire. C'est bien, ne rien faire, ça vous plaît? Non, ça ne vous plaît pas, rien faire? C'est vrai, vous n'avez pas de micro. Non, c'était une blague. C'était pour voir si vous étiez encore là. Mais je vois un monsieur qui réagit là. Je vois Denis, ça a l'air de lui plaire de rien faire. Sinon, on peut faire ça. Hein. On peut faire ça. Bon, ouais, c'est un choix. Alors, comment faire? Oui, planter. Je vous ai parlé de chez Digny. Un mot juste pour aller voir si ça vous inspire, comment on peut utiliser les vivaces, les rosiers, les arbustes, etc. et créer en ville un jardin remarquable. Premier village de France labellisé jardin remarquable chez Digny. On vient en quart de la France entière aujourd'hui pour visiter ce village qui était à l'abandon. C'était le désert rural au milieu de l'Indre-et-Loire. Regardez sur une carte où c'est, vous verrez. Voilà, planter, on peut le faire. Sinon, on peut choisir ça. Et sinon, on peut s'inspirer. Comment s'inspirer? Alors, j'aimerais vous témoigner de villes un petit peu plus grandes. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a. Parce que l'enrobé est omniprésent aujourd'hui. Et l'enrobé, certains ont choisi, il y a quelques années, par exemple, de l'enlever. De retirer l'enrobé pour mettre du végétal. C'est le cas notamment dans les villes qui sont très connues pour ça, de la ville de Beauvais, où on a enlevé les terre-pleins en enrobé pour végétaliser, et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en version de plus près. Alors, regardez la recette pour que ça marche, encore une fois. Diversité, combien il y a de variétés de plantes dans cet espace? C'est vrai que ça peut faire peur à un débutant, hein. Mais quand j'entends qu'on met des parterres entiers de vivaces mono-espèces et que je vois ça encore dans des projets de concepteurs, là j'ai peur, là, je suis interpellé. Diversité à la place de l'enrobé. Alors ça coûte un
les coûts que je donne au mètre carré, c'est des coûts indicatifs de ce que ça coûte de l'achat des plantes. Hein. C'est des coûts indicatifs de l'achat des plantes pour faire ce que vous voyez là. Alors, contribuer pour l'environnement, c'est peut-être aussi changer d'air. Hein. Changer d'air, c'est passer à une autre ère que celle des machines. Est-ce qu'on a besoin de tondre? Est-ce qu'on a besoin de bruit? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on peut envisager les choses d'une autre manière? Voilà, ça peut être de cette manière-là. Ici, on est au Chesnay, le Chesnay en banlieue de Versailles de nouveau, sur un terre-plein central, 1000 m². Sur cet espace, donc vous voyez, c'est fraîchement planté. Hein, il y a à peu près 350 espèces de plantes différentes qui ont été choisies de manière ordonnancée, raisonnée. Quelle est l'idée? On est devant le centre commercial Paris 2, il passe ici beaucoup de monde. Et qu'est-ce que veut monsieur le maire? Il veut que les visiteurs qui passent par là, ils retiennent de la ville du Chesnay que c'est une ville fleurie et qu'il y a des fleurs. Donc, plutôt que du gazon, pourquoi pas envisager une végétalisation florale que voici donc à la plantation. Hein, vous voyez, on est à 5-7 plantes par mètre carré à peu près. Voici la transformation dès la première année. Ce que je vous ai montré, c'est des photos du mois de juin, du mois d'avril, plantation au mois d'avril. Résultat obtenu, photo faite au mois d'août de la première année. Ça peut marcher vite, les vivaces. Là, dans le choix, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que certaines se développent moins vite et ne nourrissent le résultat qu'au terme de 2 ou 3 ans. Dans les paramètres ici au Chesnay, dans le scénario, l'intention, c'était que ce soit un résultat qui soit dès la première année, que ça se voit tout de suite. On n'était pas en année d'élection, hein, mais l'idée, c'était que ça se voit tout de suite. Voilà, donc je monte le décor sous différents aspects. Il y a aussi une recherche d'harmonie dans les couleurs, dans les ambiances. Je ne peux pas tout détailler ce soir, mais je vous montre comment ça évolue, puisque là, on est en 3e année. Hein, et ce qu'on peut voir, si vous passez par là, le Chesnay, Paris 2, jetez un œil, c'est pas loin de chez vous. Alors, quelle est l'idée? Investissement plantes, investissement plantation, un peu d'arrosage quand même la première année, c'est nécessaire. Mais en soi, l'idée, c'est qu'à terme, ça se débrouille seul, sans eau. L'entretien, c'est un terre-plein, on ne va pas y venir 3 fois par semaine. L'idée, c'est de venir moins souvent que pour tondre, mais régulièrement. Alors régulièrement, ça va être au départ peut-être pour contrôler l'herbe une fois toutes les 3 semaines. Et puis à mesure où ça avance, on viendra un petit peu moins. Je reviendrai là-dessus rapidement. Le bénéfice, c'est quoi? Vous voyez, c'est qu'on n'a plus de tonte, mais maintenant on a des fleurs à la place. Et l'idée, c'est de séduire le public, bien entendu. Alors, en termes de préparation du sol, avant de planter, comment faire? On est toujours dans le comment. Le principal ennemi, la première difficulté, ça va être d'envisager de purger les racines. Pourquoi? Parce que c'est du désherbage en moins. L'idée, c'est que le sol soit le plus propre possible. On peut aussi éventuellement surfacer pour ça avec du compost ou un paillage propre. Le but avec les plantes vivaces, c'est que ça vive tout seul. C'est les vers de terre qui font le travail à votre place. C'est les petits insectes du sol qui font le boulot. Et pour ça, il faut alimenter. Pour alimenter, forcément, ça passe par le paillage. Alors, le paillage, ça peut être de cette manière. On trouve dans le commerce aujourd'hui des bâches non plastiques, tissées, qui permettent éventuellement de mettre un séparateur entre la terre et un paillage minéral, des cailloux. Les bâches, vous voyez, ça peut donner quelque chose d'intéressant en termes d'expression végétale, avec peu de plantes au mètre carré. Vous noterez qu'ici, on a à peu près une seule plante par mètre carré. Première possibilité, disons que les cailloux, ça ne nourrit pas beaucoup les vers de terre. Donc, à l'usage, je ne suis pas sûr que ça fonctionne longtemps. D'autant que dans les cailloux, j'observe aussi que l'herbe arrive à se réinstaller, à se ressemer naturellement.
et qu'en termes d'entretien, ça marche bien 5-6 ans, mais après, c'est plus compliqué. On peut et choisir de bâcher et choisir de ne pas arroser. C'est le cas ici, par exemple, on est près de La Rochelle, à Maran, et si on regarde le point commun entre toutes ces plantes, eh bien, c'est qu'elles ont le même besoin en termes d'eau et potentiellement quasiment rien. Les plantes pérennes, c'est aussi envisager de se réapproprier l'espace d'une autre manière. Ici, on est à Massy, et voici ce qu'on a réalisé avant-après. Quelle est l'idée? C'est ni plus ni moins d'émerveiller le public. Les arbustes qui étaient là avant, oui, c'est bien, mais quand il y a plein de monde qui passe, est-ce que ça a une histoire à raconter? Quel est le sens? Est-ce que ça interpelle? Au bout d'un moment, on finit par même plus les voir. Alors, voilà l'idée des jardiniers ici, qui était de contribuer avec un décor qui soit pas plus exigeant en entretien, mais avec un travail différent et une observation sur le végétal qui est peut-être un petit peu plus pointue. Animer l'espace. Faire simple, c'est aussi des fois juste changer ses habitudes. Pour moins arroser, c'est peut-être envisager juste de regarder comment ça se passe. Traditionnellement, un aménagement paysager était fait avec des arbres, succédé d'arbustes, et pour finir de fleurs, d'été ou vivaces, peu importe. Ce qu'on constate, c'est que les fleurs qui sont ici, elles sont en concurrence racinaire avec les grands qui sont derrière. Et forcément, qui se sert en premier pour l'eau, qui se sert en premier pour l'engrais, les nutriments, qui se sert en premier pour la lumière, c'est ceux qui sont là, c'est les grands, c'est les précédents. Je vous invite à méditer l'idée que si on veut moins arroser, c'est peut-être aussi choisir non plus d'être en concurrence, mais simplement en harmonie. Et ça passe par le positionnement, parfois différent, mais raisonné, de l'emplacement où on choisira de mettre les fleurs. N'oublions pas que l'idée, c'est que ce soit vu. Qu'est-ce qu'on veut voir en premier? Est-ce qu'on veut voir en premier les fleurs ou est-ce qu'on veut voir en premier le gazon? Point d'interrogation. Photo septembre, plantation. Photo septembre de la première année, plantation, avril. On est à Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Des fois, l'herbe, elle ne contribue pas vraiment parce que quand il n'y a plus d'arrosage sur le gazon, voilà ce qui se passe. Le gazon, il est grillé. Est-ce que c'est utile de garder un gazon? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement réfléchir à une autre manière de végétaliser? On est en région parisienne, de nouveau, sur un décor qui est composé de plantes pérennes et de fleurs d'été. Quelle plante pour quel milieu? Alors, si l'herbe pousse, en résumé, on peut faire pousser d'autres plantes. Celle-ci, par exemple. Voilà, au pied des arbres, on peut choisir de laisser pousser l'herbe ou on peut choisir d'interpréter de cette manière. En résumé, le milieu nous informe sur les besoins des plantes et les besoins des plantes, une fois qu'on les a compris, c'est facile pour nous de choisir la bonne plante pour le bon endroit. Alors Thierry, nous avons plusieurs questions. Ouais. Des questions notamment sur la préparation du sol et le paillage. Donc la première question sur le sol, c'est peut-on préparer les sols avec des engrais verts la première année avant d'y implanter les vivaces? Et cela peut-il permettre de réduire le stock de liserons? C'est une question qui devance la suite. J'y répondrai après.
On a aussi une autre question sur le liseron J'y répondrai après. C'est aussi. prévu. Ok. Alors, sur le paillage, est-ce que la question, c'est est-ce que le paillage et le broyat enrichissent le sol ou ont-ils juste un intérêt graphique? Donc là, on va parler de paillage minéral et paillage organique. Je vais. Alors, quelle est l'idée du paillage? C'est quoi le besoin? Pourquoi on met du paillage? Moi, récemment, par exemple, j'ai paillé chez moi un nouvel espace que j'ai créé. Et je vais déjà apporter la réponse un peu de la suite, mais tant pis, avec du carton. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai observé qu'il y avait du liseron et du chien-dent. Il est évident que si j'avais mis uniquement du paillage organique, c'est-à-dire par exemple du miscanthus ou du BRF ou de la paille, ce que j'ai sous la main, l'idée c'est que ça me coûte le moins cher possible. Peut-être que j'aurais passé beaucoup de temps à désherber parce que le liseron et le chien-dent, ils s'en foutent, ils ressortent de partout. Hein. Quelle est l'idée? Moi, ce que j'ai besoin, c'est de ne pas arroser. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que mes plantes soient nourries naturellement par les vers de terre. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de ne pas désherber, pas arroser, nourri, pas désherber. J'ai rajouté une couche pour le liseron, pour le chien-dent, pour le trèfle aussi éventuellement. J'observe que ça ne sert à rien le paillage uniquement. La couche que j'ai rajoutée, c'est du carton. Ça peut être fait avec des bâches aussi. Aujourd'hui, on trouve des bâches biodégradables qui sont disponibles dans le commerce. Moi, j'aime bien le carton, c'est gratuit, il y en a plein, il y en a partout. Alors, je ne vais pas prendre du carton plastifié, bien sûr, mais du carton de base, ça fonctionne très bien. Quelle est l'idée? C'est de canaliser le liseron pour qu'il sorte qu'à certains endroits. Comme ça, je vais pouvoir l'épurer, l'éliminer progressivement. Mais on reviendra sur cette question parce que j'ai prévu un truc après. Est-ce que je l'enchaîne? Non, alors il y a d'autres questions. Pour répondre quand même à l'auditeur, oui, les paillages organiques améliorent le sol, les paillages minéraux peuvent prévenir le désherbage et limiter l'évaporation, mais ils ont un rôle graphique, mais pas un rôle d'amendement. Alors, oui et non, oui et non, oui et non. Il existe aujourd'hui des techniques de plantation de plantes vivaces dans du gravier. C'est inspiré d'expériences allemandes. Le principe est simple, vous pouvez voir ça à Poitiers par exemple. D'autres villes, beaucoup de villes dans l'Est se sont appropriées cette méthode. On n'est plus sur de la décoration, hein. On n'est plus sur les petits cailloux blancs comme on voit à Jardiland avec 2 graminées, parce que ça ne marche pas. Un, ça nourrit pas les vers de terre, et deux, au bout de quelques années, vous allez voir, vous allez passer un temps de dingue à désherber. C'est juste impossible à maîtriser. De mon expérience, hein, encore une fois. La technique des Allemands, pour en revenir à ça, c'est 50 cm de gravier et on plante les vivaces en godet dedans. Eh ben, je suis bluffé parce que ça marche très bien. Et là, en l'occurrence, il y a de la vie qui se passe en dessous. Les plantes trouvent leurs propres besoins, trouvent ce qu'elles ont, ce qu'il leur faut en termes d'eau, en termes de nutriments, etc. Regardez Jardin de Gravier sur Internet. Philippi Hamez a été précurseur de cette technique aussi de jardin sec. Mais ce n'est pas exactement un jardin sec, hein. C'est adapté au nord de l'Europe. Donc, ça fonctionnera très bien sous le climat. Ça nécessite quand même un travail important du sol. Et moi, je vous dis, je suis feignant, je suis paresseux. Ce que je veux, c'est en faire le moins possible et mettre à contribution le maximum. Et pour que ça contribue, les vers de terre, bêtement, qu'est-ce qu'ils mangent? De la matière organique. Donc, donnons-leur de la matière organique plutôt que des cailloux. Voilà. Alors, j'ai d'autres questions concernant la diversité et l'environnement. Que pensez-vous des prairies fleuries au lieu du gazon anglais? Et pour l'obtenir, peut-on se contenter d'un ressemis sur du gazon et de fauchage à bon escient?
les deux, ouais, fauchage, ressemage. Encore une fois, la question, c'est pas comment on fait, c'est de quoi on a besoin. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous voulez une prairie fleurie avec de la diversité, avoir des pâquerettes au printemps, pendant l'été, et ensuite, et après, de la diversité. Bravo, au contraire, c'est une super idée, ouais. Dommage de l'avoir dit, tout le monde va le faire maintenant. Toujours sur la diversité ou favoriser la biodiversité, il y avait un mot sur les fleurs mellifères. Alors, c'est fleurs mellifères, point d'interrogation. Donc, je suppose, on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'avec les vivaces, on peut apporter des fleurs mellifères, notamment dans des communes où il y a des apiculteurs, des ruches? C'est extrêmement facile à faire, c'est très très facile à faire. Vous trouverez aujourd'hui sur Internet des listes et des listes de plantes mellifères. C'est qu'elle m'inspire une situation qui n'a rien à voir. Un jour, j'étais confronté à une situation en bord de mer où le problème, c'était les embruns. Les plantes qui résistent aux embruns. Une fois qu'on a une base de plantes qu'on connaît, si on ne sait pas ce qui résiste aux embruns, comme si on ne sait pas ce qui est mellifère, il s'agit juste de rajouter une colonne dans sa propre base de données et de pointer du doigt ce qui est mellifère. À l'issue, on peut faire des parterres de vivaces qu'avec des plantes mellifères. C'est ultra simple. C'est ultra simple. Encore une fois, c'est l'intention. Qu'est-ce que vous avez envie? Et après, ça peut devenir pédagogique, ça peut devenir du partage, de l'échange, de la contribution. C'est des jardins interactifs. On est au cœur du sujet. Qu'est-ce que vous voulez partager? C'est juste plus désherbé ou est-ce que c'est apporter à vos concitoyens un autre regard sur l'environnement? Et si c'est la curiosité, juste avec un mot-clé qui peut être plante mellifère. Alors, on a des questions. C'est comme faire un massif bleu ou un massif jaune, hein. C'est juste une intention. En tout cas, on peut répondre quand c'est l'objectif, on peut trouver dans la gamme, parce qu'il y a une grande diversité, des plantes effectivement vivaces mellifères. On a une question sur les plantes pour les mares, mais là, l'idée, ce serait peut-être de s'adresser… Enfin, il existe des pépiniéristes qui sont spécialisés aussi sur les plantes aquatiques. Est-ce que tu as un mot à apporter sur plantes pour les mares? Carrément, c'est des plantes aquatiques, ça me va bien. Ou simplement balader en forêt le dimanche autour d'une mare et regarder ce qui pousse. Des fois, ça contribue. Une autre question sur est-ce qu'il y a des espèces interdites dans les cours d'école? Que ce soit pour des raisons, alors à mon sens, pas interdites. De toxicité, oui, il y a des listes. Alors, il y a des plantes qui peuvent vraiment être dangereuses car toxiques. Effectivement, il y a des listes aussi, vous les trouverez facilement sur Internet. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut éduquer ou est-ce qu'on… si on veut éduquer, peut-être ça vaut le coup de juste dire attention, ça c'est dangereux. Si on veut contrôler, on contrôle, c'est-à-dire qu'on ne met rien qui est dangereux. J'ai une anecdote sur le sujet, par exemple, je me rappelle de la ville de Massy, qui a arraché toutes les euphorbes qu'il y avait en ville sur ordre de monsieur le maire, simplement parce qu'une maman s'était plainte qu'un enfant s'était brûlé avec le latex, vous savez, le lait blanc qui sort des euphorbes quand on les casse. Voilà, vous avez le choix. Soit vous êtes dans cette posture, vous faites arracher tout, soit à un moment, oui, effectivement, c'est du latex, quoi. Il faut faire attention. Regardez, venez voir, il y a plein d'autres plantes à latex. D'ailleurs, le latex, c'est ce qui sert à faire du caoutchouc, je rappelle. Comment on veut se positionner? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Oui. Donc, la question, c'est effectivement par rapport à des plantes potentiellement épineuses, comme tu le citais, urticantes, ça peut être aussi allergisantes ou attirant des insectes, mais on peut aussi éduquer les enfants, notamment par rapport aux insectes, justement, et donc c'est aussi un arbitrage interne au niveau de l'équipe pédagogique. Et alors,
Oui, le résumé, c'est qu'est-ce qu'on veut. En fait, j'ai rien d'autre à rajouter que qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on Ouais. veut. Il y a une auditrice qui soulignait aussi qu'il y a un label végétal local qui permet justement de choisir des plantes issues de la région et adaptées donc au milieu. Merci de cette contribution. Ouais, ça Ouais, peut être intéressant de partager le site ou l'endroit. Je crois que ouais. peut-être certains Et sont je vais intéressés. prendre une dernière question qui demandait s'il était possible de créer des massifs de vivaces sous les arbres, puisqu'on a vu sur une des diapos donc une plate-bande de fleurs qui avait été avancée par rapport aux arbres, mais est-ce qu'il est néanmoins possible de créer des massifs d'ombre donc? La réponse, elle est dans la question. Encore une fois, la nature nous inspire. Regardez ce qui se passe en forêt. Regardez ce qui se passe sous vos arbustes dans votre jardin. Regardez ce qui se passe dans la commune d'à côté, ce qui pousse sous les arbres. Tout est possible. À partir du moment où, un, on observe, et deux, on acquiert la connaissance, et trois, l'expérience. Donc, tout est possible, tout est faisable. Vous savez, il y a des plantes. La dernière plante que j'ai vue pousser qui m'a surprise, c'était sur le capot de ma voiture. Il y avait 2 cotylédons, il n'y avait rien de matière organique sur une voiture. Elle était là à me regarder. Bon, j'ai une Twingo, hein. Elle n'est pas forcément très propre, hein, mais c'est... J'ai Donc rien à dire de oui, plus. voilà, Oui, il oui. existe une gamme de plantes vivaces en tout cas pour lesquelles et Alors, l'ombre. c'est précisé dans les catalogues. Mm, Normalement, enfin, vous trouverez chez la plupart des fournisseurs, même aujourd'hui, je vois par exemple chez Lepage, il y a un site internet, vous avez la possibilité de cliquer sur des critères, des listes de plantes. Méfiez-vous quand même, ce n'est pas parce que vous avez la liste de plantes que vous avez le jardin. La liste de plantes ne fait pas le jardin. La liste de plantes vous indique potentiellement ce qui est faisable, mais rien ne dit que ça marche chez vous. Rien ne remplace l'expérience, votre expérience. Et c'est ça qui est le plus important, faire l'expérience. Je crois. On va reprendre Allez, c'est reparti. Il reste combien de temps? une demi-heure. Ok. Alors, exercice pratique. Ça vous dit? On m'a dit que c'était une formation, hein. Moi, je ne suis pas là non plus que pour discuter. On va travailler un peu quand même, non? Alors, exercice pratique. Voilà, bah ici, on est à côté de Cheverny, à Cours-Cheverny précisément. Voilà l'endroit. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ici, il va falloir venir nettoyer régulièrement. On sait qu'ici, il va falloir qu'il n'y a pas d'arrosage. On sait qu'ici, on est en plein soleil. On sait ici que c'est surtout des voitures qui passent. Éventuellement quelques piétons, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Ça n'a pas l'air très piétiné cet endroit-là, peut-être 10 personnes par jour, 15, grand maximum. Alors, quels pourraient être l'élan de contribuer? Qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message? Qu'est-ce qu'on veut, encore une fois? Peut-être ce qu'on veut ici, à Cours-Cheverny, c'est accueillir avec des fleurs, parce que c'est l'entrée de la ville et les gens ils vont à Cheverny au château, ils passent chez nous. Et s'ils pouvaient s'arrêter chez nous juste pour faire un petit resto ou faire leurs courses ou contribuer au boulanger du quartier, etc., ouais, ça serait pas mal. Et en fait, on peut peut-être les accueillir avec quelque chose d'un peu plus soyant que ce qu'on a sous les yeux. C'est ma femme qui dit plus soyant, j'aime bien ce mot, elle l'a inventé, mais ça veut rien. Enfin, je ne sais pas si vous avez une traduction, mais je veux bien l'entendre. Je l'aime bien. Voilà. Alors, quelle est l'idée? L'idée, vous avez le casting au départ, hein, je vous ai expliqué les besoins. Maintenant, le résultat, vous l'avez sous les yeux, on est en première année. Voilà, avec quoi on accueille à Cours-Cheverny. Je ne sais pas si ça vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme travail ici? On a pris soin de mettre du paillage. Vous voyez, on a paillé avec quoi? Ici, c'est de la paille. Hein, mais on n'a pas pris que de la paille. Ici, vous remarquerez qu'on a mis de l'ardoise. Tiens, pourquoi pas? Ardoise, ardoise.
En plus, ça ne nous coûte rien. Bon, il y a même de la brique. Ouais. Les jardiniers, ils avaient l'élan d'utiliser, de tester différents matériaux qui leur coûtaient rien, qu'ils avaient sous la main. Le paillage, souvent, c'est ça d'abord. Durabilité, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'on a à proximité. Voilà. Alors, au bout de quelques années, ça vieillit, bien sûr. Les vivaces, ce n'est pas à durée indéterminée. Hein. En général, au bout de 3, 4, 5 ans, ça commence à s'éteindre. Chaque année, partez du principe qu'il y a à peu près 20% des plantes qui ne vont pas se plaire ou qui vont disparaître. Vous savez, ça peut être dans un caddie des fois, ou dans un sac à main. Ça s'envole, les plantes. Ça peut passer aussi entre le bec d'un chien, par exemple. Bon, voilà, il y a plein de possibilités. Ça s'efface. Toujours en région parisienne, quel est l'endroit? Exercice pratique numéro 2. Ici, c'est le centre omnisport de la ville de Massy. Voilà ce qu'il y avait avant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme travail? On se rend compte ici qu'on a des papiers à ramasser. Ça, c'est pas très agréable parce que les sportifs, ils sont sympas. Ils viennent le week-end, mais des fois, ils ne sont pas forcément toujours… Et puis, le week-end, par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ici, il se passe beaucoup d'épreuves sportives, hein, centre omnisport, et on accueille beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et là, est-ce que ce qu'il y a ici devant, ça contribue ou pas? Non, c'est eux. Point d'interrogation. C'est bête. Alors, on voit qu'il n'y a pas d'arrosage, on voit qu'il y a du piétinement par endroit. Bon, comment on peut imaginer quelque chose qui serait… La demande du maire, c'est… Comment vous pourriez-vous, jardinier, me mettre des fleurs à cet endroit-là? Parce qu'il y a plein de monde de l'extérieur qui vient. C'est important que les gens ils aient une belle image de nous. Et en même temps, je n'ai pas envie de vous donner du travail en plus. Alors, voilà ce que ça peut donner. Première année de plantation, voilà ce qu'on a mis en place. Des petites plantes en godet, hein, encore une fois. Regardez la diversité. Je vous donne une deuxième clé. Une deuxième clé. Ça, c'est super important. On pense fleurs. On réfléchit fleurs, mais malheureusement, la fleur, elle est éphémère. Il y a des vivaces, elles fleurissent, prenez les iris, c'est une semaine dans l'année, terminé. Et encore, c'est les bonnes années. En revanche, il y a un truc qui contribue à longueur de temps et qui est présent toute l'année. Vous avez la réponse sous les yeux, elle est devant vous. C'est toutes les plantes qui sont décoratives par leurs feuilles. Alors là, vous avez des sauges, par exemple, vous avez des phormiums, vous avez des graminées, vous avez des armoises, des cinéraires maritimes. Les feuilles, elles sont là tout le temps et elles sont là dans la durée. On est en deuxième année de vie de cette plantation, donc ça a passé 2 hivers déjà. Et vous voyez que finalement, regardez, les feuillages sont là, il y a les fleurs qui sont plus diffuses, mais le décor, il fonctionne quand même, globalement. Les feuilles, c'est presque plus important que les fleurs. Quand je compose personnellement, j'ai d'abord tendance à choisir des feuilles et ensuite rajouter des fleurs. Voilà une petite astuce que je vous livre. Petit secret de jardinier. Alors, vous voyez, dans le temps, c'est pas parce qu'il y a des vivaces qu'il n'y a plus rien à faire. S'il vous plaît, l'idée de dire on plante, on laisse se débrouiller, ça se débrouille seul, on ne fait plus rien, c'est une mauvaise idée dans la pratique parce que regardez ici, là j'ai fait cette photo au mois d'août, les hélicrises là, immortelles d'Italie, elles ont fleuri au mois de juin. Ça veut dire que depuis le mois de juin, il n'y a personne qui est passé ici pour enlever ne serait-ce que les fleurs fanées. Je suis désolé, mais quand je vois ça, effectivement, il y a du végétal, mais pour moi, ce n'est plus une mise en scène, ce n'est plus un théâtre de plantes. C'est juste un truc qu'on a laissé comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut, encore une fois? Si on veut accueillir, qu'on accueille propre, qu'on accueille soigné. Surtout, s'il vous plaît, les vivaces, c'est tout, sauf le truc qu'on laisse se débrouiller seul. Ça a besoin d'entretien. J'insiste pour ça, parce que dans l'esprit de certains élus, ils voient la panacée, ils voient la recette absolue. Erreur monumentale. C'est effectivement globalement moins d'entretien parce qu'on ne replante pas tous les ans, mais c'est aussi rythmer les saisons et passer régulièrement, couper ce qui s'éteint, réanimer ce qui est un peu trop envahissant et accompagner le décor. Voilà. Un théâtre de verdure. On retourne à la souterraine. Voilà. Quelle est l'idée ici? C'est de créer des scènes différentes. On peut s'amuser avec les vivaces aussi. Jouer sur des thèmes de couleurs différents. C'est l'idée ici. Là, il y a un décor qui est en… Oubliez le mot massif, s'il vous plaît.
vous êtes des jardiniers créateurs, si vous êtes des jardiniers créateurs reconnus, parler de mise en scène, parler de composition, parler de spectacle floral, ça peut paraître con, mais c'est un vocabulaire qui fait sens. Franchement, massif, ça vous fait quoi quand je vous parle des massifs? Ça vous fait rêver, ça? Je me demande qui peut encore rêver avec un nom pareil, massif. Ouf. Petite virgule et parenthèse personnelle. Voilà. Donc on est toujours à la souterraine. Vous voyez, on peut écrire plein de tableaux différents, on peut s'amuser, chorégraphier, choisir des harmonies de couleurs, des ambiances. C'est aussi ça les vivaces, c'est aussi ça, c'est aussi de la mise en scène. Mais c'est aussi de l'entretien. Alors l'entretien, parlons-en, puisqu'on a flirté avec le sujet tout à l'heure. Je vous pose la question devant cette image, qu'est-ce qui reste à faire quand on sait que chaque brin d'herbe là, c'est potentiellement 20 ou 30 graines? Chaque petit brin là, 20 ou 30 graines. Vous voyez les milliers de graines qui potentiellement sont là? Est-ce que vous avez franchement envie de passer votre vie à désherber ça? Parce que là, si on laisse faire, c'est mort. Et là, photo faite 1 an, première année de plantation. Je dis dommage, parce que si on ne se donne pas le temps de désherber et d'intervenir avant que ça graine, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Ne faites rien, ce n'est pas la peine, vous perdez votre temps. Si vous ne prenez pas dès le départ en considération la nécessité du désherbage et du suivi au départ, c'est perdu. C'est de l'argent perdu, c'est du temps perdu, tout est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Les vivaces, c'est du paillage et c'est du suivi. Alors, le désherbage, parlons des mauvaises herbes. La question est simple. Combien de temps de la graine à la graine, cette plante-là, qui potentiellement était une graine et qui demain en est des milliers, combien de temps? Eh bien, les réponses, elle est très simple. C'est 3 semaines pour certaines. Ça veut dire que si vous ne venez pas enlever avant 3 semaines, potentiellement, ce n'est pas une plante, c'est des centaines que vous aurez à désherber. Juste un constat, alors ce n'est pas comme ça toute l'année, l'hiver ça va un peu moins vite, mais si vous apportez tout ce qu'il faut pour que ça pousse au printemps et que la nature fait son travail, en 3 semaines, ça se propage. Mauvaises herbes, alors les mauvaises herbes, des fois elles peuvent être graphiques, intéressantes, comme cette euphorbe par exemple, euphorbe des taupes, euphorbe, je sais pas, j'ai oublié son nom, ça reviendra. Voilà, on peut les utiliser, pourquoi pas, dans un décor, elles peuvent contribuer à leur manière. Simplement, n'oubliez pas l'essentiel, c'est que s'il n'y a pas de graines, si on intervient avant que ça graine, ben, ça veut dire qu'on a peu d'herbe. Donc la leçon de tout ça, ben, elle est simple, c'est de venir régulièrement, souvent au départ, et ensuite juste de contrôler, de maîtriser. Ça nécessite de prendre le temps. Mais ce que je vous raconte, ce n'est pas virtuel. Hein. Chaville, je vous ai montré en premier, il désherbe comme ça. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. Ils mettent la pression au départ les premières semaines et ensuite, naturellement, ça se régule sans produit et juste avec du paillage. Alors, il y a des cas à part, liseron, trèfle, chardon, chien-dent, etc. Je vous ai parlé du carton, je vous ai parlé des bâches, je ne reviens pas là-dessus. Il y a des solutions qui fonctionnent. L'idée, c'est d'affaiblir la plante pour pouvoir la contrôler. Et puis ensuite, purger, tout simplement, extraire le maximum de racines possibles. L'idée, c'est vraiment, au départ, d'extraire le maximum de racines possibles. Vous savez, les grands vers de terre blanc pour le liseron, là, vous n'aurez jamais tout. Ce n'est pas la peine de vous lancer ce défi. Mais le moins il y en a, le plus c'est facile à contrôler. Et les bâches et le paillage, ça aide beaucoup après. C'est faisable, ça marche. L'hiver, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Revenons à Billy. Les plantes vivaces, c'est des cycles. Hein. Ce n'est pas tout le temps plus soyant comme ça. C'est pas fait tout le temps. Hein. Il y a des moments de repos, de calme. Donc à Billy, voilà ce qu'on voit l'hiver. Ça, c'est l'été. Et l'hiver, c'est ça. Alors, il reste effectivement une ossature végétale. On observe que ce qui est vivant là, et ce qui est présent, c'est toutes les plantes persistantes, plantes à feuillage persistant. Restent également les squelettes, les ossatures. Il y a plein de plantes qui sont intéressantes dans les arbustes, notamment pour leur écorce l'hiver. Je pense notamment, là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, tous les bois torsadés, noisetiers tortueux, saules tortueux. On peut faire le spectacle aussi pendant l'hiver avec des choses très surprenantes. Je me rappelle une fois avoir découvert une plante que j'aime beaucoup, une ronce, c'est Rubus cockburnianus. J'ai découvert cette plante à Disneyland.
Je l'ai découvert en plein hiver. En fait, c'est une ronce dont les écorces sont blanches, blanches comme de la farine. Et elle était sur un paillage de couleur foncée. On ne voyait qu'elle l'hiver. Et vous savez où elle était? Elle était juste devant la maison, pas enchantée, non, c'est l'inverse, merde. La maison avec les fantômes, là. Hanté. Hanté, hanté, merci. Ah, ouf. Ah, tiens, un humain qui m'écoute. Merci. Voilà, alors l'hiver, hein, voilà, devant le salon de coiffure, voilà, vous voyez, paf, bon, c'est pas hyper rock'n'roll, alors on peut améliorer, éventuellement planter peut-être quelques pensées, quelques bisannuels ici qui viendraient se mélanger, et puis qui disparaissent naturellement sans qu'on les enlève dès que le printemps revient et que chacun renaît, si vous avez besoin que ça vive. On n'a pas parlé encore de la grande famille des bulbes de printemps ou des bulbes pérennes. Bien évidemment, vous voyez, ce n'est pas dans la catégorie des vivaces, mais ça en fait partie. Tout ça, ça se tutoie. Hein. Est-ce qu'un perovskite, c'est une vivace ou un arbuste? Est-ce qu'un allium, c'est une vivace ou un bulbe? On a plein de possibilités dans diverses ressources et registres. Ça fait des fois appel à des fournisseurs très différents, mais en même temps, chacun d'utiliser ou pas. Voilà. Alors, associer vivaces et plantes de saison, rapidement, vous voyez, c'est le cas ici, tout est mélangé. On a des vivaces et des plantes de saison. Bon, je suis embêté avec ça. Pourquoi? Parce que ici, qui va demander de l'arrosage? C'est les plus exigeantes et c'est les annuelles. Vous allez passer beaucoup de temps à entretenir, c'est faisable, mais vous risquez de passer beaucoup de temps à entretenir et il va y avoir de la concurrence rapidement entre les plantes, si bien que certaines vont s'effacer. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Ce que je vous propose en revanche, c'est peut-être d'envisager les choses de cette manière. Voilà, donc ça c'est l'été, c'est ce qu'on voit l'été. Vous vous rappelez de cet espace, je vous l'ai déjà montré. Et ça c'est au démontage au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un truc très simple. On a séparé les plantes vivaces des plantes d'été. Quelle est l'idée en fait? C'est simple, c'est que chacun a ses propres besoins. Et puis vous voyez, on a même mis une planche. Alors là, ça c'est une astuce intéressante parce qu'on n'a pas que des jardiniers qui sont ultra performants. Et quand on dit au jardinier, va m'enlever les fleurs d'été, il ne fait pas forcément la différence entre une vivace et une fleur d'été. C'est une observation, hein, ce n'est pas une critique ce que je dis, c'est juste de ce que j'ai vu. Hein. C'est-à-dire qu'on laisse la plante d'été, puis on enlève la plante vivace. Mais on a cru bien faire. Donc là, avec la planche, c'est facile. On dit ce qui est du côté de la planche, on l'enlève, puis ce qui est de l'autre côté de la planche, on le laisse. Et en même temps, comme on n'est pas bête, peut-être qu'on aura mis des plantes vivaces dans les plantes annuelles, dans cet espace devant, au premier plan, là où la terre est labourée, mais qu'avant de tout démonter, on va les récupérer et on va venir les planter de l'autre côté de la planche, juste pour pouvoir recycler et faire vivre nos parterres à moindre frais. Voilà, c'est du recyclage gratuit. Et c'est sur place, on n'a pas besoin de prendre, de mettre à l'atelier, au dépôt, de garder pendant 3 semaines et se dire merde, il faut que je les plante, sinon elles vont crever. Puis à la fin, on ne le fait pas. On les plante directement sur place. Ça peut même traverser la route. Vous voyez, d'ici, ça peut venir de l'autre côté. Donc on récupère. Bon, ça, c'est le même parterre, ça vous montre l'évolution après différents hivers. On peut changer les couleurs. Hein. On a toujours les vivaces au milieu, puis à la périphérie des plantes d'été. C'est un endroit très fréquenté du Chêné ici, donc l'idée c'est vraiment d'avoir un accueil qui soit floral. Et puis à l'issue, une fois que c'est réglé, on peut très bien passer les plantes de là à là, vous voyez, au pied du feu et du sens interdit de l'autre côté, pour juste les recycler dans le même espace. Ici des vivaces que des vivaces, et ici des vivaces et des annuelles. Les annuelles, on les enlève, il y a des vivaces dedans, hop, on leur fait traverser la rue. Ouf, c'était chaud ce que je viens de dire. Alors, peu, pas d'eau, point d'interrogation. Comment on arrose, comment on entretient ça? Encore une fois, c'est une question de choix. Si vous ne voulez pas arroser, demandez des plantes qui, dans la nature, poussent avec peu d'eau. Et là, on est à Ambert, en Auvergne, et voilà ce qu'on a interprété comme décor au bord, à la périphérie de la salle communale, avec des vivaces, des graminées, avec dans l'intention de ne pas arroser, exception d'extrême sécheresse, si vraiment il y a besoin. Plantes de milieu sec. Dans la nature, ça pousse sans eau. Donc, on doit pouvoir reproduire la même chose pour créer quelque chose de plus floral. Je vous ai parlé de feuilles. Regardez les fleurs ici. Vous en voyez beaucoup. Moi, je vois juste les fleurs de sédum.
Et ce Coreopsis, ce décor, c'est un décor de millefeuilles. Ça marche pas, ça? Moi, ça me va. Je trouve ça très beau. Ça me va. Alors, je dis pas qu'il faut le faire partout, mais les feuilles, c'est aussi 0 entretien. Ça se débrouille tout seul, quasiment. Il n'y a rien à couper et de faner. Et ça vit sa vie. Réduire l'entretien. Comment envisager de réduire l'entretien? Tout simplement en se réappropriant les espaces, comme vous avez vu tout à l'heure à Chédigny. Donc là, c'est le même travail ici, avec des plantes qui demandent, dans le casting, je veux des plantes qui sont vivaces, qui reviennent chaque année, des plantes qui demandent peu d'entretien, avec peu de fleurs fanées. On appelle ça des plantes auto-nettoyantes. Les goras, c'est des plantes auto-nettoyantes. Une fois que c'est fané, les fleurs tombent, il n'y a rien à faire, ça reste propre. Et je choisis les couleurs qui sont en harmonie dans le quartier. Voilà. Diversité, regardez encore une fois, je redis diversité, le nombre d'espèces utilisées. Alors là, qu'est-ce que je veux? Je veux de la couleur, je veux pas d'arrosage, je veux moins d'arrosage, je veux désherber mes trottoirs, mais puis enlever l'herbe, juste enlever l'herbe que j'ai choisie, tout en ayant quelque chose d'accueillant et de gai. Voilà ce que je veux ici, en harmonie avec le mobilier urbain, rouge, 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 rouge. Qu'est-ce que je veux? Là, je suis sur un parking. Ce que je veux, c'est venir une seule fois par an pour faire l'entretien. Une fois par an, et ne pas arroser du tout. C'est possible, c'est faisable. C'est ce que vous avez ici, à la Motte-Beuvron, ou ici, à la Ville aux Dames. Là, c'est dangereux. Donc, c'est vrai que mettre mes jardiniers, entretenir ici, ça m'embête. En même temps, c'est un endroit qui est très fréquenté dans le centre-ville de la Motte-Beuvron. Et vous voyez, la rythmicité, elle peut se faire encore une fois en créant des petits espaces, mais avec dans chaque espace une diversité qui est différente. Des plantes qui sont différentes d'un espace à un autre. On peut faire par exemple des séquences avec des modules qu'on répète, c'est-à-dire 5 bacs différents et qui s'alternent. Tout ça, ça permet aussi d'avoir des floraisons qui se succèdent dans le temps. Les vivaces, des fois, c'est vraiment court. Donc, le plus il y a de diversité, le plus ça marche. Encore des feuilles. Vivaces, arbustes associés, ça marche également très bien. Ici, vous avez des cornouillers, par exemple, qui flirtent avec la ronce dont je vous parlais tout à l'heure, tiens, le rubus, là, avec des vivaces, avec des bulbeuses qu'on ne voit pas ici. Là, ils ont choisi de planter sur bâche plastique. Bon. Ça m'ennuie de mettre du plastique dans le sol, c'est leur choix. Ce décor, il a maintenant une quinzaine d'années. Bon, on pourrait le faire d'une autre manière. Alors, dernière étape, ce que je vous invite surtout, parce qu'on peut gagner du temps. Oui, on peut essayer de trouver des solutions pour faire des économies, on l'a vu. On peut réduire la consommation en eau. Tout ça, c'est très bien, c'est magnifique, c'est génial. Ce qui est con, ce qui m'ennuie, c'est que si on met tous les mêmes critères dans la base de données, on va tous avoir les mêmes plantes partout. Tout le monde aura que des plantes qui ne demandent pas d'entretien, pas d'arrosage, qui se débrouillent tout seuls, etc. Qu'est-ce que vous voulez partager? Ça, c'est la question numéro 1 que je vous invite à méditer. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et je vais quasi conclure là-dessus. Je vous emmène dans cet espace. On est à La Riche. Alors, qu'est-ce qu'on veut partager au public? Ici, c'est un espace où les gens se promènent, où ils prennent le temps. C'est un parc où ils laissent les enfants jouer sur les espaces prévus pour ça. Et en même temps, c'est un endroit où c'est intéressant pour nous de se relier à eux et de leur dire, voilà, nous, jardiniers, on a une science, on a une matière première, c'est le végétal, c'est la plante. Et on a aussi des paramètres comme vous êtes particulier, vous avez un jardin, vous avez envie que ce soit beau toute l'année. Et nous, on va vous faire une promenade fleurie dans laquelle vous allez pouvoir découvrir des plantes qui sont faciles d'entretien. On va vous mettre le plan de plantation sur le site internet de la ville dédié aux espaces verts. On va vous mettre le nom des plantes. On va vous indiquer des liens où vous pouvez les trouver dans le commerce, chez des producteurs locaux. On va vous montrer des images au fil des saisons pour que si vous avez loupé une étape, vous puissiez la retrouver. Voilà, on va partager tout ça avec vous. On va vous partager notre métier. Notre métier, c'est jardinier, c'est d'animer l'espace avec des plantes.
Et à certains endroits, on aura choisi peut-être de dire, voilà, ça, regardez, c'est planté pour plusieurs années. Ça, regardez, nous, on vient 3 fois. Tiens, ça, regardez, là, il y a de la diversité, il y a des abeilles, il y a une floraison qui est renouvelée, il y a des choses qui se passent. Il y a un jardin, voilà, c'est ça, c'est un jardin, et un jardin, c'est un créateur derrière. Quel créateur êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre dans le cœur des gens? Point d'interrogation. Les plantes pérennes, c'est ça aussi. On a des vivaces, on a des arbustes, on a des bulbes, on a des graminées. Waouh, plein de choses à faire, non? Qu'est-ce que vous en dites? Merci Thierry. On est dans le timing. Ah ben, j'en suis ravi. Donc, il y a eu un certain nombre de commentaires concernant les abeilles et de retours d'expérience qu'on peut voir, qu'on peut visualiser au niveau du chat. Ce qu'on peut rappeler, c'est que le fleurissement, c'est pas seulement les annuelles, les vivaces, ça passe aussi par les arbustes, par les arbres, et qu'effectivement, pour butiner, les abeilles peuvent aussi avoir des floraisons intéressantes, enfin abeilles et pollinisateurs sauvages, avec des prairies en fauche, avec des tilleuls s'ils ne sont pas taillés de façon architecturée. Et on a aussi des floraisons intéressantes sur les arbustes à condition d'avoir une gestion une taille raisonnée sur les arbustes et de leur permettre de fleurir, justement. Sinon, on a encore des questions sur le paillage qui est un sujet qui justement questionne. Donc, le paillage est-il à installer quand toutes les plantes sont présentes pour ne pas étouffer celles qui se cachent en hiver? Alors, de mon expérience, encore une fois, pour moi, le paillage, il y a différentes stratégies. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Ce que je vois, c'est en lien aussi. Alors, d'abord, j'aimerais préciser, il y a écrit à suivre parce que à suivre, ça, c'est des questions qu'on devrait aborder d'une manière un petit peu plus approfondie dans le cadre d'une formation qui est prévue après. Mais ça, je laisserai Vincent en parler tout à l'heure. C'est pour ça que volontairement, j'ai mis ces 3 points de suspension. L'idée aujourd'hui, c'était d'effleurer l'ensemble des sujets sans forcément rentrer dans les détails. Pour revenir de mon expérience sur le paillage, puisque ça intéresse, j'aimerais dire que, comme je vois, là par exemple, j'ai fait un parterre il y a un mois et demi, les plantes vivaces, elles sont en repos végétatif pour certaines. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a que des racines. C'est très difficile de mettre du paillage là-dessus parce que vous risquez de recouvrir les plantes et en les recouvrant, de les anéantir. L'idéal pour le paillage, c'est quand même de le faire 3-4 semaines après installation des plantes quand elles ont commencé à démarrer. Parce que là, au moins, vous allez éviter de les ensevelir et vous risquez moins d'en perdre pour cette raison-là. Petite astuce qui marche très bien, utilisez des pots d'un diamètre de 15-20 cm, vous les mettez comme un chapeau sur les plantes et vous dispersez votre paillage ensuite. Une fois que c'est fait, vous retirez le pot et ça évite que les collets des plantes soient ensevelis sous le produit utilisé. Voilà. Donc, paillage, éventuellement, oui, plutôt au printemps. Ça pose la question de la période de plantation. Personnellement, encore une fois, c'est de mon expérience. Moi, je suis plutôt favorable aux plantations de printemps, surtout quand on est novice en matière de plantes pérennes, parce que les plantations d'automne, pendant l'hiver, les plantes disparaissent. Et je vois des jardiniers qui, des fois, sont un peu perdus entre la mauvaise herbe et la vivace qu'ils n'ont jamais vue, qui ne savent pas de laquelle est laquelle, et malheureusement parfois on laisse des mauvaises herbes pensant que c'est des vivaces et inversement on enlève des vivaces pensant que c'est des mauvaises herbes. Il ne faut pas oublier que la nature est bien faite, hein. Les mauvaises herbes, elles ne sont pas forcément dans le parterre, des fois elles sont dans le godet de la plante que vous achetez, malheureusement, mais c'est comme ça, ça arrive. Toujours sur la couverture du sol,
Un auditeur demande, est-ce que les feuilles fanées qui tombent et moisissent sur le sol peuvent servir d'engrais ou de protection l'hiver? Là, je suis content de cette question parce qu'elle m'évoque une expérience que je suis en train de faire justement en ce moment avec ça, avec les feuilles. Les feuilles, moi, c'est un truc que j'utilise depuis déjà au pied des arbres et des arbustes parce que elles reviennent, c'est ni plus ni moins que reproduire la forêt, hein. Il n'y a personne qui passe le souffleur en forêt, ça vit très bien. Sur les espaces publics, des fois, on peut considérer que c'est pas forcément très joli ou que ça peut sentir mauvais, la décomposition, etc. Bon, je comprends que les choix soient partagés pour cette raison-là. En revanche, là, de l'expérience que je suis en train de faire, c'est donc aucun travail du sol. Je laisse l'herbe, je pose du carton dessus, je mets des feuilles, 10 cm de feuilles, et dedans, je plante directement comme ça. Ça m'a l'air assez prometteur. Vous savez, je suis un gros paresseux, hein. Je vous ai dit, je suis un gros feignant, hein. Je revendique ça, j'en suis fier. Mm. Oui, Donc les feuilles, oui, bien sûr, mais c'est oui. hyper précieux, bien sûr. Oui, on peut dire que de façon générale, tout ce qu'on peut, tous les déchets, les rémanents des espaces verts devraient pouvoir être transformés et réintroduits dans les espaces verts, que ce soit du broyage ou les feuilles mortes ou les tontes. J'ai envie de dire, c'est un bon début, mais c'est presque un début de petit joueur. Je m'explique. On commence à réutiliser cette matière organique végétale qu'on a sous la main, sous forme de feuilles, de végétaux divers et variés, broyés ou pas, etc. On oublie simplement une chose, c'est que la matière organique, ce n'est pas que de la matière organique végétale, c'est aussi de la matière organique animale. Animale, des excréments en fait, en clair, en gros. Alors le jour où on sera rendu à récupérer, pour faire de l'engrais, ce qui sort des bâtiments publics, là on sera des grands joueurs. Mais bon, on pourrait parler de la marge. Oui. On pourrait parler de l'urine au jardin qui est également à la cote, mais bon. Par exemple. Voilà. Alors, après, j'ai fait le tour là des questions qui concernent, enfin j'espère ne pas en avoir oublié, qui concernaient la présentation ou des réactions en tout cas à ce qui a été dit lors du diaporama. Alors, encore une dernière question, ce sera la dernière sur les paillages. Peut-on utiliser les feuilles de noyer? C'est le problème alors, je crois, encore une fois, c'est la réponse est dans la question, observation de ce qui se passe dans la nature. Les feuilles de noyer, c'est vrai que si vous les prenez seules, uniquement de manière brute, je ne suis pas sûr que ça contribue beaucoup, si ce n'est au pied des noyers, parce que ça marche très bien. Diversité, voilà, diversité. La diversité, c'est aussi la diversité des paillages, c'est aussi des matières dans le paillage. Quand on fait, par exemple, du BRF, c'est-à-dire que quand vous broyez vos arbres et vos arbustes pour pailler au pied des arbustes, en général, c'est des essences mélangées, je crois. Alors, une question aussi qui est importante, à savoir, est-ce que tu utilises un logiciel? Et là, on peut parler des outils que les entreprises cimiers ont mis au point pour faciliter justement la conception de massifs. Non, c'est top secret, ça. D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que moi, je suis là, pas au titre d'entreprise cimier, je suis là au titre de Thierry Cimier, formateur qui partage mon expérience. Pour comprendre cette expérience, ça fait sens pour moi de vous raconter l'histoire du début à la fin et de vous expliquer comment j'en suis arrivé là. C'est juste parce que j'ai été confronté à des demandes
divers et variés, multiples, que j'étais amené à réfléchir à la manière dont on pouvait simplifier l'usage des plantes. Alors, effectivement, j'ai créé des outils qui me servent à composer, notamment des catalogues interactifs, des bases de données, qui me permettent de trouver la plante bleue de 50 cm, qui ne demande pas d'arrosage et qui va à l'ombre, voilà, en 5 clics sur 5 critères. Mais ça, c'est un peu du bricolio, quoi. C'est mon expérience. C'est une base Excel. Aujourd'hui, il y a plein de spécialistes. J'aimerais citer David et Bella Gordon, par exemple, Plantagenet, qui sont des Anglais et qui réalisent des trucs que j'aime beaucoup aussi en matière de fleurissement pérenne. On pourrait parler de Lepage. Allez sur ces sites-là et vous trouverez assez facilement des outils de recherche. Des outils de recherche. Moi, ça ne me gêne pas de partager les miens, mais attention, je ne suis pas seul sur cette terre. Et surtout, s'il vous plaît, donnez du travail à tout le monde, pas qu'à moi, hein, parce que je ne vais pas y arriver sinon. Hein. Il y en a pour tout le monde du travail. C'est important que ça contribue à la profession et puis à la proximité aussi. Il y a des professionnels près de chez vous. Je pense aux pépinières Chombard, par exemple, dans l'Oise. Et puis sans doute, y en a-t-il d'autres dans le département. Et vous pouvez les trouver sur les fêtes des plantes notamment. Mais pas les marchands, hein, les vrais, les authentiques, ceux du quartier, hein, pas ceux qui font venir des plantes de Hollande et qui sont là pour le business. Vous les reconnaîtrez facilement, regardez la couleur des pots. Vaut mieux un vieux pot un peu usé avec de la terre réutilisée ou si c'est des pots multicolores et tout ça, c'est pas bon. Si c'est sérigraphié et tout, méfiez-vous. Ça sent la Chine. J'ai rien contre les Chinois, hein, c'est juste une observation. Voilà, la profession des spécialistes, il y en a plein. Je pense à Vert Export aussi, qui fait des trames également toutes prêtes. Pour certains espaces, ça convient très bien. Après, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, rien ne remplace, mais là, j'insiste, je vous dis haut et fort, rien ne remplace votre expérience et votre pratique. Rien ne remplace ça, surtout pas une base de données. Une base de données, c'est juste pour gagner du temps dans les recherches. Ça sert juste à gagner du temps dans les recherches. Quand on connaît bien les plantes, ça permet de gagner du temps. Voilà, on a toutes les plantes jaunes et bleues plutôt que d'avoir toutes les couleurs. On n'a que celle-là. On gagne du temps dans les recherches. Voilà, des outils, il y en a plein. J'aimerais aussi qu'on célèbre la diversité de la profession et la manière dont chacun contribue. Mais ça répond aussi à une des questions posées par un auditeur qui, n'étant pas connaisseur de la flore, se demandait comment se renseigner quand on est débutant et comment justement apprendre et découvrir. Donc, comme tu l'as justement dit, ça passe par des fêtes des plantes, des jardins à visiter aussi. C'est toujours intéressant de visiter des jardins à la fois pour découvrir des plantes et aussi pour la mise en scène. Ça passe par les pépiniéristes. Donc, il y a les entreprises cimiers, bien sûr. Tu as cité Plantagenet, qui est spécialiste également de la vivace dans le 49. Et Vincent Van de Voort peut en citer d'autres. Oui, et puis il y a moi aussi, hein, parce que c'est vrai que bon, pour les élus qui ne me connaissent pas encore, je suis donc technicien au parc. Et bon, c'est vrai qu'avant d'arriver au parc, j'avais rencontré un responsable des services techniques dans la commune de Montreuil-sous-Bois, qui s'appelle Jean-Pierre Henry, et qui, quand il m'a vu arriver, il m'a dit « Toi, mon petit gars, je vais t'emmener à Montrichard, aller voir un collectionneur, et puis après on ira faire un tour à Chaumont, sur Loire, pour aller voir les créations et les tableaux qui sont faits par des artistes. » Et donc j'ai compris de quoi on parlait quand on parlait de fleurissement. Et puis Thierry a une approche sensible de tout ça, et qui nous fait voyager du plus naturel, puisque beaucoup ont posé des questions aussi sur le côté endémique, hein, des plantes, et peut-être plus local et moins horticole.
Et en même temps, toutes ces familles sont liées, puisque quand on les apprend un petit peu en latin, on voit que les racines se mélangent et sont les mêmes. Hein. Les euphorbes horticoles et les euphorbes sauvages sont très proches l'une des autres, hein, pour citer que cet exemple-là, mais il y en a des milliers, et que voilà, il fallait qu'on travaille aussi à élaborer des systèmes qui sont justement du plus naturel et du plus proche de l'endémique au plus élaboré, au plus horticole, et tout en respectant un certain équilibre. Et voilà, j'ai appris ça, moi, très vite, à côté de Thierry Cimier, parce que en fait, il a su partager sa passion pour les plantes, comme j'espère, il l'a fait ce soir, auprès de vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi, puisque je peux vous aiguiller vers les bons interlocuteurs et puis justement les bonnes aides, quoi. Voilà, technique et financière, puisqu'on peut aussi financer une partie de l'achat des plantes. Alors, bon, je vais parler très vite parce que j'aime beaucoup parler aussi, mais on a fait déjà beaucoup de choses sur le territoire du parc. On a vagabondé à Guercheville, hein, puisque Guercheville a laissé les plantes, les valérianes, pousser sur l'ensemble de ses trottoirs, et puis les pourpiers aussi, des pourpiers choisis, des pourpiers naturels. On a créé des tableaux à Barbizon, on l'a déjà fait par le passé, des vrais beaux massifs de vivaces qui racontaient quelque chose, et dans cette ville des peintres, c'était l'occasion de parler de tableaux. On a planté des pieds de mur à Prunay, on a fait pas que du fleurissement, on a aussi fait un peu de végétalisation. On a arraché du bitume à Uri, on l'a déjà fait. On a semé des plantes à Célie-en-Bière il y a quelques années, on l'a fait plus récemment à Saffrage-au-Ponthierry. Des graines qui sont toujours là, qui sont toujours en place 10 ans après. Bon, voilà, on a fait ça dans un esprit parc, essayer de travailler cette identité végétale, ces conceptions paysagères qui respectent l'esprit des lieux, de ne pas mettre des buses en béton partout ou des jardinières en gravillon lavé, de travailler en pleine terre, de conserver l'harmonie des matériaux. On a du grès sur place qui est magnifique, alors pourquoi mettre des bordures en pain autoclavé ou en granit de Chine? Ça n'a pas de sens. Donc c'est toutes ces notions qu'on veut travailler. Et puis moi, je crois que dans ces métiers de l'espace vert, il faut qu'on s'amuse. Parce que je vois beaucoup de jardiniers qui luttent contre les plantes, qui luttent contre les mauvaises herbes, qui luttent avec des produits chimiques encore dans les cimetières, alors qu'aujourd'hui, on en a sur 69 communes, on en a presque 30 qui sont enherbées, et dont on a arrêté de se battre et on a arrêté de lutter contre les végétaux. Et voilà, je crois que ce soir, on a parlé de fleurissement. C'était important d'en parler parce que c'est aussi une façon de s'amuser, c'est aussi une façon de rééquilibrer les choses dans vos communes, de se réapproprier la beauté de nos espaces. Et puis, voilà, on accueille aussi énormément de touristes sur le Gâtinais français, sur le territoire de Fontainebleau. On n'est pas une région qui sommes très très en avance sur le fleurissement, parce qu'on considère toujours que c'est soit trop cher, soit trop d'investissement en temps. Et je crois qu'on peut aussi partager les plantations de trottoirs qu'on a fait à Uri ou à Prunay et qu'on va faire cette année à Longchamp. C'est aussi pour inciter les habitants à participer à cet élan et à conserver vraiment cette identité rurale et végétale. Thierry l'a très bien exprimé, il faut vraiment se poser la question de notre besoin, c'est essentiel. Et puis il y a beaucoup de gens qui ne partent pas en vacances et qui ont besoin de se reconnecter à notre patrimoine. C'est ce que disait Jean Cocteau sur Milly-la-Forêt, hein, qu'il avait trouvé un cadre, donc il faut qu'on puisse se reconnecter à ce cadre-là. On n'est pas là pour inventer les choses, on est là aussi pour observer ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui vont se adapter avec le réchauffement climatique. Je commence à travailler avec beaucoup plus de plantes méditerranéennes qu'avant. Je suppose que Thierry le fait aussi. Et puis, voilà, observer ce qui pousse sur notre trottoir, observer ce qui pousse partout, et puis l'accompagner et se servir de ça. Voilà un peu moi ce que j'ai ressenti de cette présentation. J'espère que ces sentiments sont partagés et que vous allez vous rapprocher de nous pour aussi vous rentrer dans cette démarche et puis faire du beau fleurissement et puis voilà, s'amuser de nouveau à accompagner le végétal qui squatte
de manière très importante nos communes depuis l'arrêt des produits phyto, qui est une bénédiction absolue. On a du plantain de corne de serre sur tous les trottoirs, on a du pourpier qui sont des plantes médicinales ou comestibles, et il y a des tas de choses à apprendre, il y a des tas de jeux à faire. Vous avez parlé des mellifères, on peut parler des parfums, on peut parler des graminées, on peut parler de plein de choses. Et il y a vraiment un énorme potentiel sur lequel on pourrait travailler ensemble. Voilà. On peut parler d'une formation aussi pour les techniciens? Oui, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on aura planté des massifs, des beaux massifs, alors soit avec mon aide, soit avec les IM Pro, soit avec Thierry, il y a aussi plein de manières d'aborder la conception et la plantation et la réalisation avec des étudiants, avec plein de monde. Et ben, il faut réussir à les conserver dans le temps. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de paillage parce que c'est effectivement une technique qui inquiète et qu'il faut maîtriser pour ne pas perdre une partie des plantes. Il y a la taille des fleurs fanées, la taille des plantes vivaces aussi. Il y a des plantes qui ont besoin de conserver leur appareil végétatif le plus longtemps possible dans l'hiver, alors qu'on a plutôt tendance à les enlever vite pour des questions esthétiques. Mais c'est aussi parfois un gage de leur maintien dans le temps, de conserver ces parties un peu fanées des végétaux. Donc voilà, tout ça s'apprend quand même. Il faut apprendre les noms des plantes, il faut apprendre à les observer, apprendre leurs caprices, et puis bien les chouchouter pour pas en perdre, pour pas qu'elles s'effacent trop vite, parce que Thierry l'a dit, elles finiront par s'effacer. Il y a des nouvelles plantes à racheter, il y a des réajustements à faire, il y a des multiplications à faire qu'on peut faire aussi chez soi. Il y a Géranium acoryzum, qui est une plante qui, j'espère, aujourd'hui tout le monde connaît, qui a été beaucoup utilisée dans les aménagements et qui se repique, qui se bouture d'une façon extrêmement facile et déconcertante. C'est pas une plante qu'on achète, c'est une plante qu'il faut repiquer chez soi et dans ses services techniques. Donc, on l'a fait avec les IM Pro, puisque c'était aussi sympa de le faire avec eux. Et en végétalisation, c'est des aménagements qui sont sympas. Sur les plantes vivaces, c'est pareil, il faut les découvrir, il faut se les échanger, il faut parfois les diviser, il faut les replanter. Voilà, il ne faut pas hésiter à travailler cette matière-là et surtout à la réamender régulièrement. Et pas que par du paillage, aussi en rachetant des plantes régulièrement pour remplacer celles qui sont trop vieilles. Moi, je prends souvent l'exemple des lavandes. Une lavande, c'est magnifique. Et c'est vrai que passé un certain nombre d'années, elles vieillissent, elles finissent par faire comme des vieux pieds de vigne, des trognes, qui peuvent à un moment donné être remplacés, puisque ça permet de rajeunir un petit peu les compositions. Donc tout ça aussi, il faut apprendre à le faire. On est vraiment ce soir dans des questions de fleurissement, donc on n'est pas à parler d'aménagements qui sont sans entretien, même si on peut le faire. On est vraiment sur un entretien un peu plus raisonné, des achats de plantes qui sont plus espacés dans le temps. Thierry est un producteur aussi qui m'avait beaucoup interpellé, parce que aller à Montrichard visiter ses collections et ses outils de production, il a aussi des objectifs de respect de l'environnement qui sont affirmés, sur les économies d'énergie pour chauffer les serres, en passant par des modes compressés plutôt que de mettre des pots en plastique pour les panser. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites chez lui qui me plaisent beaucoup. Et voilà, c'est aussi acheter moins de plantes, c'est aussi consommer moins d'énergie fossile, moins de produits de traitement quand il y a des maladies qui arrivent dans les outils horticoles. Donc c'est vraiment un tout, quoi. Voilà. Et puis, donc effectivement, là c'était une présentation qui permettait de prendre les premières informations concernant un fleurissement qui se réfléchit par rapport à des objectifs, par rapport à un environnement. Il y a aussi, donc c'est une formation qui sera proposée par le PNR qui détaillera à la fois la composition et l'entretien des vivaces. On vous remercie pour votre participation parce que vous avez été nombreux. Et puis, ce webinaire va se terminer par un sondage très court. Également, en réponse à certains commentaires, la session a été enregistrée.
Et par contre, je ne connais pas les modalités de diffusion et pour pouvoir revisionner potentiellement le webinaire et pour ceux qui n'auraient pas été là ou n'auraient pas pu être là ce soir. Donc ça sera à repréciser. Alors, je vais demander aux personnes du PNR si elles souhaitent lancer le sondage. Oui, Laure, on est en train de regarder. En fait, on a juste il faut qu'on récupère le sondage. Pour l'instant, on ne l'a pas. Ça vient. On essaye de le reprendre. Attends. On se garde encore quelques secondes pour le faire. Ouais. Bon, en tout cas, il y a déjà des messages qui témoignent de l'intérêt du sujet et de la qualité de l'animation, de la présentation et de la façon dont il est illustré. Donc, j'espère que ce webinaire aura répondu au plus grand nombre. Et je remercie à nouveau Thierry et le PNR pour l'organisation de cette session. Oui. Et puis je voulais aussi dire que planter des massifs dès ce printemps nous permettra en fin d'année d'avoir de la matière pour former les agents, qui, je l'espère, pourra être fait en présentiel sur le terrain. Ce webinaire, je trouve aussi qu'il était très intéressant et passionnant. Maintenant, voilà, en présentiel et pouvoir ensuite aller voir des massifs tous ensemble, c'est toujours plus agréable. J'espère qu'on pourra le faire d'ici la fin d'année. Alors voilà, plantez les vivaces et vaccinez-vous, comme ça on pourra faire tout ça, quoi. Bon, est-ce que le sondage est prêt? Sinon, je vais repartir dans un monologue, hein. Faites attention. Je veux bien dire un truc, moi, si ça vous va. Vas-y. Je suis content d'arriver à l'issue de l'exercice parce que, je vous l'ai dit, c'est la première fois que je témoigne de la sorte. D'habitude, c'est plutôt en présentiel et j'espère que ça vous a plu. J'entends un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que, en fait, c'est Vincent qu'il faut aller voir. Ouais. Je crois que c'est ça parce que vraiment, je crois qu'il donne du meilleur de lui-même parce qu'en ce moment, il a le Covid là, à l'écran. Et ça va, on risque rien. Hein. C'est OK pour nous tous. C'était l'intérêt de la visio. Mais pour avoir échangé avec lui, c'était pas forcément un grand moment de joie parce que fatigué et puis fièvre, etc. Je ne crois pas que des gens qui sont passionnés se donnent... vous pourrez faire beaucoup mieux que ça. Ouais, je crois que c'est vraiment lui. Moi, je suis juste là pour contribuer. Je vous partage mon expérience. L'œuvre est la vôtre, mais la bonne plante au bon endroit au bon moment, c'est lui, je crois. Je suis convaincu de ça. Je te remercie. Après, oui, on a besoin de producteurs pour les acheter. Moi, j'aime bien aussi, effectivement, le clé en main avec les godets numérotés. Je ne crois pas l'avoir fait. J'ai tout de suite voulu faire mes propres erreurs et mes propres expérimentations. J'ai voulu parfois aller trop loin aussi. Hein. Je me rappelle avoir voulu composer un massif sur des plantes à parfum, la cristallerie. Alors, je voulais faire un dégradé de couleur de l'arc-en-ciel. C'était la lumière qui passait à travers le cristal. Objectif quasiment réussi, mais avec une complexité incroyable. Et j'ai appris qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec les fleurs. C'était qu'une question de motivation, de temps. Et que la simplicité répondait souvent aux besoins, que ce n'était pas toujours nécessaire de chercher midi à 14h. Et que voilà, quand j'ai travaillé avec les communes du parc, la simplicité a été un peu aussi le leitmotiv. Et je crois qu'on a même simplifié beaucoup d'aménagements et qui nous a procuré beaucoup de bonheur. Ça permet aussi parfois de décharger un peu ces pressions mentales. Moi, je crois que la simplicité, c'est vraiment quelque chose qui est à intégrer dans l'esprit parc. Et les plantations de pieds de mur sur trottoir, il y a des pieds de mur, on a mis que du bergénia en monospécifique. Alors c'est vrai que la diversité est un gage
qualité et de maintien des choses. Mais bon, comme toute chose, elles ont leurs exceptions qui confirment la règle. Et le Bergenia monospécifique, c'est que des feuilles. Ça fait un paillage naturel, ça fait quelques petites fleurs roses très discrètes, mais ça occupe un espace avec des plantes choisies. Ça habitue l'œil à avoir de la végétation dans les communes, c'est simple. Et puis, finalement, je trouve que c'est plutôt bon. On a beaucoup de communes dans le parc où on a des Bergenia monospécifiques sur les pieds de mur de trottoir. Il y a au moins un trottoir en Bergenia sur chaque commune. Et finalement, ça fait partie de notre patrimoine. Alors que ça fleurisse ou pas, finalement, c'est pas forcément ce qui est le plus important. Donc, merci d'aborder cette question que je n'ai pas forcément évoquée, qui tourne autour des valeurs sûres. Tu as parlé du géranium macrorhizome. Là, tu parles du Bergenia. On pourrait parler des Gora. Il y en a plein des valeurs sûres, en fait. Et en même temps, là, effectivement, il n'y a pas forcément besoin de les mélanger. Encore une fois, je me relie à l'intention. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez au départ? De quoi vous avez besoin? À certains endroits, si vous voulez un truc sans entretien, sans emmerdement, qui se débrouille tout seul, si vous avez vu que chez le voisin, c'était les Bergenia et que vous vous dites, ça serait peut-être pas mal pour cet endroit-là, faites-le. Faites-le. Si je dois résumer, allez, en 4 principes simples, si je dois résumer cette soirée de ce qui serait à retenir, pour moi, d'essentiel de ma propre expérience de jardinier, effectivement, la première chose, c'est la diversité, vous l'avez vu. On peut se tromper avec la diversité. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. 20 plantes, 20 chances. Une plante, une chance. C'est simple. Diversité. Deuxième clé, pour moi, elle s'appelle expérience. Utilisez d'abord des plantes que vous connaissez, 70% de plantes que vous connaissez, 30% de nouveautés, et puis vous allez voir, votre catalogue, il va évoluer tout seul, naturellement. Mais commencez par ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est ce que vous avez dans le jardin, c'est ce que vous avez chez le voisin, c'est ce que vous pratiquez au quotidien dans votre commune. Ça, c'est des valeurs sûres, c'est votre ressource, 70% de ce que vous connaissez. Et puis, amusez-vous avec des nouveautés. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Valeurs sûres, 70-30. Troisième clé, regardez le calendrier. Quand est-ce que vous voulez que ça marche? Effectivement, Bergenia est génial parce qu'il est 4 saisons, avec son feuillage persistant. En même temps, c'est toujours un peu pareil. Pour certains endroits, ça conviendra très bien, pas forcément à d'autres. Regardez la saisonnalité. Qu'est-ce que vous voulez? Quand est-ce que vous voulez que ça marche? Vous prenez le calendrier, vous mettez les plantes d'un côté, le calendrier de l'autre, vous regardez ce qui s'allume comme ampoule. Et vous voyez les mois où il ne se passe rien. Si c'est OK pour vous, c'est OK. Dernier principe, je vous l'ai montré, je vous le redis, c'est le dernier, c'est le feuillage. On pense fleurs, souvent, pensez feuilles d'abord. Vous verrez, ça va vous faire gagner beaucoup en efficacité parce que la feuille est présente. Des feuilles pourpres, des feuilles bleues, des feuilles dorées, des feuilles argentées. Il y en a plein, il y en a plein. Et juste des fleurs qui viennent pétiller là-dedans. Voilà, j'ai fini pour moi. Merci. Iris, il a fait le tour. Oui, du coup, alors de notre côté, donc le sondage est inactif. Tant pis, on ne fera pas de sondage. N'hésitez pas à laisser un petit mot du coup dans la partie discussion. Si vous avez appris des choses ce soir, si ça vous a donné envie de mettre en œuvre les pratiques du fleurissement durable, voilà. Et puis donc on vous laisse écrire des petits mots. Et on remercie Thierry, Laure, tous les intervenants. On vous remercie également d'avoir suivi ce webinaire jusqu'à la fin. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne soirée. N'hésitez pas à prendre contact avec le parc si vous avez des questions ou si vous voulez de l'aide. Nous sommes à votre disposition. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. merci à tous. Bonne soirée.